Bonjour à toutes et à tous, c'est Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils et de devenir une meilleure version de vous-même. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, j'accueille Aurélien Ducrot. Aurélien m'a scotché par sa capacité à jongler d'une discipline à l'autre. En effet, à 18 ans, il était en équipe de France de saut à ski. Et il décide de tout plaquer pour se lancer dans le ski freeride. Ce sont ces skieurs qui grimpent à pied en haut de montagnes et descendent hors piste. En 2009 et 2011, il devient champion du monde dans cette discipline ultra dangereuse. Il décide alors de se lancer de nouveaux défis et se lance dans la voile. 6 mois après son premier essai, il se lance sur sa première transatlantique. Comme il le dira, il adore apprendre en faisant et en expérimentant, même si tout le monde lui dit qu'il n'est pas prêt. On a enregistré cet épisode quelques jours avant le début de la Transat Jacques Vabre à laquelle il participe. Pour être dans l'actualité, j'ai décidé de sortir l'épisode le jour du début de la course. Donc n'hésitez pas à suivre ses résultats et ses aventures en direct sur les réseaux sociaux. Juste avant de commencer, j'ai 2 messages à vous faire passer. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Mais vous le savez, un exploit se fait toujours en équipe et grâce à un excellent public. Donc si vous aimez le podcast, pensez à le noter sur iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide à trouver des invités de plus en plus fous et c'est aussi ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui retombe. J'y partage mes bons plans santé, matériel, des bons plans sport et aussi quelques conseils pour la préparation mentale. Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse place avec mon invité du jour, Aurélien Ducrot. Salut Aurélien. Salut Barthélémy. Merci beaucoup de prendre une petite heure avec moi. Je suis hyper heureux d'être avec toi. Écoute, c'est avec grand plaisir de t'accueillir ici. Ouais, donc on est là sur le départ de la Transat Jacques Vabre. Exactement, ouais. Sur laquelle tu t'élances dimanche. Ouais. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. On est à quelques jours du départ. Alors c'est toujours, on se pose toujours la question. C'est des semaines pas faciles à gérer entre guillemets. C'est que tu as envie de faire encore des trucs sur le bateau, mais au final le bateau est prêt. T'as plein de sollicitations à droite à gauche. Mais en même temps, c'est un moment chouette parce que voilà, c'est le moment où tu es avec tout le monde, tous les autres marins, tu échanges sur plein de choses. Et puis voilà, doucement la pression monte jusqu'au départ de dimanche. Trop cool. Écoute, on va y revenir tout de suite après. Mais comme je te le disais à l'instant, j'aime bien commencer par une même question pour revenir un petit peu aux sources et comprendre un petit peu chronologiquement ton histoire. Est-ce que tu peux me dire quel est ton premier souvenir de sport ? Mon premier souvenir de sport, c'est pas hyper simple, mais un souvenir, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas qui m'a énormément marqué, c'est la première fois que j'ai fait la Vallée Blanche. J'avais la chance d'avoir un père guide de haute montagne et qui m'a emmené faire la Vallée Blanche. Je devais avoir 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, je m'en rappelle vraiment bien parce que j'ai vraiment découvert un autre univers qui était l'univers de la montagne pure. Jusque-là, je faisais du ski comme tout le monde sur les pistes et ainsi de suite. Et ce jour-là, j'ai vraiment découvert un monde assez dingue et ça m'a toujours marqué. Et au final, c'est assez drôle parce que mon histoire après fait que j'ai un peu rattrapé ce souvenir, quoi. Tu m'étonnes. Et là, tu t'évoquais ton père. Il t'a fait faire découvrir d'autres choses, j'imagine. Beaucoup. Oui, beaucoup de choses, mais c'est vrai que mon père était guide de haute montagne, ma maman monitrice de ski, donc j'avais pas trop le choix que de tomber là-dedans, entre guillemets. mais c'est vrai que cette dimension de la montagne, et qui est très différente au final du ski, que j'ai allié après avec ma passion du ski, était très fort, et j'ai passé pas mal
de bons moments en montagne. Et puis voilà. Et puis quand tu grandis dans une famille de guides, je crois qu'il y a 5 ou 6 générations de guides dans ma famille, Ah ouais. c'est Ok. que tu en entends parler tous les jours. Et au final, sans forcément qu'on t'emmène dans la montagne, le fait d'écouter tous les récits le soir de courses, de drames, de victoires, de conquêtes, de premières, t'es un peu bercé dans un truc. Et ça m'avait marqué quand j'avais vraiment commencé le freeride. Euh, En fait, même si c'était nouveau, j'étais pas perdu. J'étais pas Ouais. perdu parce que tout ce que j'avais été nourri pendant ma jeunesse, qui pour moi rentrait là et sortait de l'autre côté, au final, au final, c'était intégré. Et d'un coup, bah, j'avais l'impression de comprendre la montagne alors que j'étais comme beaucoup à y mettre les pieds pour la première fois. C'est marrant ce que tu dis parce que du coup, même sans faire le sport, tu avais absorbé plein Ouais, d'informations. exactement. Et comme si tu en Effectivement, avais ouais. déjà, t'as accumulé toute l'expérience de ces 5-6 générations de guides C'est ça. avant toi. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, tu as évoqué le freeride. Tu te souviens un peu à quel âge tu t'y es mis et comment est-ce que ça t'est venu l'idée de te mettre Alors, j'ai sortir des... vraiment commencé le freeride. J'ai décidé de m'y mettre en 2000, la saison 2003-2004. Donc, début de saison 2003, enfin, on va dire 2004. T'as Et 21 ans, c'est ça? voilà, j'ai 21 ans, exactement. Et en fait, à l'époque, j'étais en équipe de France de saut à ski, parce que j'ai fait pas mal Ouais. de trucs. Mm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2002, je devais partir aux Jeux Olympiques à Salt Lake City en saut à ski. Et je me suis blessé 2 mois avant le départ, donc j'ai été remplacé. J'ai pas pu participer aux Jeux Olympiques. Et donc, tu es un petit peu mis de côté, entre guillemets. Enfin, le train, il continue et toi, tu es descendu. Donc, c'est compliqué de le rattraper. Et en fait, il s'est passé un truc un peu extraordinaire pendant les Jeux Olympiques. Un ami, Didier Lafont, qui à l'époque avait produit les films Apocalypse Now, pour ceux Bien sûr, qui se bien reconnaissent sûr. de ces films, voilà, travaillait sur un film de cinéma qui s'appelait Snowboarder à l'époque. Et s'occupait de tourner toutes les scènes d'action. Il y avait beaucoup de scènes de snowboard en freeride. Et mon père était chef de la sécurité sur ce tournage. Et un jour, ils ont un des athlètes qui se blesse. Et donc, mon père dit, bah, on va appeler mon fils, il va venir faire du snowboard freeride. Et donc, je les ai rejoints sur le tournage. Donc Et t'es puis, ça passé s'est du bien. saut à ski. Oui, voilà, bah, c'est pour ça, c'est compliqué. Et il s'est passé plein de trucs, mais c'est ce qui est assez drôle. Et donc, je l'ai rejoint sur ce tournage parce que je pouvais faire du sport, mais les copains, ils étaient au jeu. Mm. Donc, voilà, j'avais pas d'entraîneur, j'avais rien. Et puis je me suis retrouvé à faire ce tournage pendant 1 mois et demi, à passer 1 mois et demi en montagne tous les jours, à descendre des phases de freeride de dingue. Bon, en snowboard, qui n'était pas ma discipline favorite, mais au final, je découvrais un monde assez dingue. Et en plus de ça, je l'ai vécu proche avec mon père qui était chef de la Mhm. sécurité, donc envoyer un peu son fils, pas au carton, mais, mais ça aurait pu. Donc Mm. c'était une sacrée expérience. Et puis c'est là où en fait j'ai un petit peu voilà, décidé d'arrêter ma carrière dans le saut à ski et de me lancer dans le freeride. Le freeride était tout jeune à cette époque-là, c'était Ouais. vraiment le début. Et donc l'hiver d'après, j'ai rangé les skis de saut et j'ai dit bah allez, je pars là-dedans, on verra bien ce qui se passera. Et je pars là-dedans en me disant bah je vais faire du freeride, si ça marche c'est cool, si ça marche pas je vais passer mon guide à côté et puis on verra. Bref, donc voilà, donc c'est pour ça que maintenant je fais du bateau. On va y revenir Non, après, non, mais, ouais, je rigole. mais ça peut être un peu. C'est vachement intéressant. Moi, j'adore les parcours un peu multicasquettes. Tu vois, moi, j'ai C'est fait ça. sport études tennis, après du rugby, après du triathlon. Maintenant, je me retrouve à faire du crossfit. Donc, je me reconnais un C'est ça. petit peu, Ouais, mais ouais. dans des sports peut-être un tout petit peu moins, je dirais, exotiques que Ouais. toi ou montagnard. Mais en tout cas, je vois tout de suite. Mais du coup, tu te lances dans le freeride, mais tu n'as quasiment aucune expérience. Non, j'ai Ou- pas vraiment d'expérience à part celle entre guillemets du tournage. Donc voilà, je me lance vraiment là-dedans. C'est un peu la nouvelle discipline à la mode. Je sais que avant le saut à ski, j'ai fait beaucoup de ski alpin, donc j'avais une très bonne Mm. base technique en ski. Que le saut à ski, en fait, et ça je m'en suis rendu compte un peu après, mais m'a au final beaucoup aidé parce que à l'époque le freeride était entre guillemets assez lent. C'est-à-dire quand on arrivait sur des barres rocheuses, c'était assez lent. On regardait un peu, hop, on sautait. Et puis moi j'avais cette habitude d'arriver à 90 km/h sur le bout d'un tremplin. Et donc j'avais cette fluidité que les autres n'avaient pas. Et donc très très vite ça a très vite marché parce que j'ai amené un style, une fluidité qui à l'époque n'existait pas dans le freeride. Donc au final de mes expériences précédentes, je me suis toujours servi de ça pour, bah voilà, pour avancer dans les nouvelles disciplines dans lesquelles je me lançais. Et dans le freeride, pour ça, bah, ça a été dès la première année où je termine troisième des championnats du monde, alors que je débarquais dans l'histoire complète, quoi. Que Mm. physiquement j'étais loin d'être prêt. Euh, et ensuite, quand tu fais du saut à ski,
Le but, c'est de voler le plus loin possible. Et pour voler, il faut être le plus léger possible aussi. Ok. Donc, on était astreint à un régime assez fort. Et moi, à l'époque, je pesais 58 kilos. Ah ouais. Donc, comme tu me vois aujourd'hui, je suis pas. Enfin, les auditeurs me voient pas, mais Tu fais quelle taille? je suis pas très gros, 1m80, Ouais, 1m79. bon, voilà. Et aujourd'hui, je pèse 70 kilos. Je suis pas bien gros. Donc, à l'époque, j'étais vraiment light. Donc c'est vrai que cette Mm. première année, j'avais pas du tout le physique forcément du freerider et tout ça, mais j'avais voilà ce petit truc en plus qui a fait que ça a un peu bouleversé le truc et fait démarrer l'histoire. Ok. Mais et du coup, je voulais te demander aussi par rapport à tes apprentissages sur le saut à ski. Mm. C'est un sport où il y a quand même la notion de peur et la notion un petit peu de j'ai pas le droit à l'échec, tu vois. Ouais, à la faute en tout cas. Ouais, bah, le droit à la Ouais, faute, exactement. C'est quelque chose que tu travaillais déjà étant jeune, ces Alors, en fait, choses-là? c'est particulier parce que le saut à ski, j'ai attaqué un petit peu en parallèle du ski alpin à l'âge de 10 ans. Et en fait, c'est vraiment un sport à progression. Donc, tu attaques sur des tout petits tremplins. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'appréhension, mais il y a très peu de chances de se faire mal et de se blesser au final dans ce sport. Il est extrêmement impressionnant. Ouais. Mais au final, au niveau risque, c'est pas énorme. Alors, tu as cette progression est bien appréhension maîtrisée. voilà, de t'élancer sur un tremplin, mais par contre, le fait de faire vraiment petit tremplin de 15 mètres, de 30 mètres, de 50 mètres, de 70 mètres, fait que tu évolues au fur et à mesure de ta technique sur des tremplins de plus en plus gros et sans vraiment prendre de risques. Et oui, ça peut arriver de chuter, mais c'est principalement à la réception où tu arrives dans des endroits où et la pente est très raide. Tu glisses. Donc tu glisses plus que tu tapes fort et ainsi de suite. Donc c'est vrai que ce sport a toujours eu une image de un peu de cramé alors qu'au final, je vous le dis, il n'y a pas tant de risques que ça. D'ailleurs, j'ai même dit à mon fils d'en faire. Alors. Ouais. mais, mais attends, du coup, tu t'es blessé, ce qui t'a empêché de faire Ouais, les JO, alors c'était c'était une petite blessure au genou. Je me suis fissuré un ménisque, donc il n'y avait rien de grave. Mais voilà, ça été obligé de te faire opérer, suturer. Et puis tu ratais 2 mois, donc il y avait rien de grave. C'était sur un saut où je suis allé un peu trop loin. Et effectivement, quand tu vas trop loin, c'est un peu plat et là, ça tape. Ouais. Donc voilà, il y a toujours moyen de se faire mal. Hein, ça reste des sports, entre guillemets, à risque. Mais c'est vrai que par rapport à ce que. Par rapport au freeride par exemple qu'on a pu faire après, ça a quand même rien à voir quoi. Ouais, j'imagine. Voilà. Ok. et du coup, moi je vais te dire honnêtement, je pense que mes parents, ils m'auraient jamais laissé me dire si je leur avais dit ouais bon j'arrête le saut à ski. Déjà, Ouais, la première fois que je le dis à ma mère, je pense qu'elle fait une crise cardiaque. c'est ça. Quand je lui dis j'arrête pour faire du freeride, je pense qu'elle fait une deuxième crise cardiaque, elle sort de sa tombe. C'est ça. Toi, comment est-ce que l'a reçu un petit peu ton entourage? Bah, Après, bon, j'imagine que c'était peut-être plus dans la culture familiale, mais bien c'était un sûr, sport mais qui était non, vachement mais nouveau. ma mère, ça lui a pas plu du tout. C'est vrai que le fait d'être en équipe de France, tu vois, t'as ta vie rangée, tout est organisé de A à Z, t'as ton programme du lever au coucher, et même de nourriture. Donc c'est vrai que c'était un certain confort et je pense que c'était aussi un confort pour les parents de dire bah voilà, il a trouvé son truc, il est dedans et c'est super. Et c'est vrai que d'arrêter du jour au lendemain, bah ouais, ça, je pense que ça les a perturbés fortement, d'autant plus où je partais dans un sport extrêmement exposé, beaucoup plus exposé que le saut à ski au risque. Et encore méconnu. Et encore très méconnu à l'époque, donc c'est vrai que c'était particulier. Maintenant, j'ai pas senti de réticence au final. Je pense que d'un côté, mon père était assez content. Parce que je me rapprochais de la montagne et je pense que d'ailleurs le jour où je prends la décision, j'étais avec lui sur la terrasse on venait de faire une vallée blanche tous les deux. Enfin, on était partis skier à l'Aiguille du Midi, je sais plus. Et les entraîneurs m'appellent pour me donner rendez-vous. Et puis j'ai dit stop, non, là, terminé, j'arrête. Donc bon, il m'a regardé un peu avec des grands yeux, mais au final, je pense qu'il était content que je revienne plus vers la montagne. Et c'est sûr que pour ma maman, ça a été plus dur et ça a été dur pendant un moment. Même si elle m'a toujours énormément fait confiance et soutenu à fond dans tout ce que je faisais. C'est vrai que je pense que pour une maman, moi je suis père maintenant, je suis pas certain que j'ai envie que mon fils fasse du freeride, quoi, loin de là, quoi. Parce que je sais les risques que moi j'ai pris, je sais les risques qui peuvent arriver, même si tu fais extrêmement attention. Il y a beaucoup de choses qui sont difficilement maîtrisables en montagne. Et donc oui, ça n'a pas dû être simple, mais encore une fois, je les remercie parce qu'ils m'ont vraiment soutenu et fait confiance pour tenter l'histoire, quoi. Ouais. Et l'histoire quand même assez dingue, quoi. Ouais, l'histoire fut belle. Ouais, l'histoire fut belle, oui, effectivement. Ouais. Et du coup, donc là, tu as dit en 2002-2003, si je me trompe pas, c'est ça, tu te lances à fond là-dedans. Ouais. Tu vas mettre quelques années pour devenir champion du monde. Ouais.
il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Tu te dis, je crois qu'à l'époque, il n'y avait même pas de championnat du monde. Enfin, en tout cas, c'est quand j'ai regardé. Ouais, il y avait c'était la il y avait deuxième année du championnat du monde. Ok, d'accord. La création du championnat du monde. Donc C'est toi, en tu vois 2009. ça et tu te dis. Et en fait, il y avait un championnat du monde qui existait, qui était basé aux États-Unis. Donc pendant 4 ans, on a couru principalement aux États-Unis. Il y avait quelques étapes en Europe, mais c'était principalement aux US. Et un vrai championnat du monde s'est créé en 2008. Et c'était assez chouette parce que d'un coup, tous les grands noms du freeride de l'époque sont revenus. Ils avaient un peu arrêté le circuit américain, ils faisaient plus que des films et des choses comme ça. Et cette année-là, en 2008, ils sont tous revenus. Donc d'un coup, c'était aussi chouette parce que moi, j'étais le petit jeune qui arrivait et il y avait pas mal des légendes. Enfin, des légendes. Ça a commencé milieu des années 90, le freeride, donc ils n'étaient pas non plus très vieux. Mais voilà, ils sont tous revenus là-dedans. Et ça a remotivé tout le monde, donc c'était chouette. Et d'un coup... Voilà, d'un coup, tu te battais vraiment avec tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours fait de la compétition depuis que j'ai 5 ans, quoi. C'est dingue. Et je pense que j'adore ça pour plusieurs raisons. Parce que ce que j'aime beaucoup dans le sport, et ce qui a toujours été mon moteur, c'est d'apprendre et de progresser. Et au final, l'adversité, pour ça, c'est la meilleure chose parce que s'il n'y a pas d'adversaire, s'il n'y a pas de concurrence, on se repose un peu sur ses lauriers. Mais bref, revenons au sujet. Donc en 2008, ce championnat du monde est créé. Je termine, je crois, 3e la première année et puis je gagne en 2009. Et ouais, gagner un titre, c'était un sacré moment. Sacré moment parce qu'au final, c'était vraiment un rêve d'enfant. C'était vraiment, je pense que si tu me demandais à 5 ans qu'est-ce que je voulais faire comme métier, c'était champion de ski. Tu vois, j'ai toujours été assez obnubilé par ça. Et d'y arriver, alors pas forcément dans la discipline prévue au départ, c'était une concrétisation de dingue, quoi. Enfin, c'était extraordinaire en gagnant la finale en plus à Verbier, qui était un peu la montagne mythique à l'époque. Et c'était un beau moment. Je me rappelle, il y a une image vidéo, tu sais, où ils annoncent le truc et tu vois mon visage qui souffle, mais tu sais, tu vois le souffle, quoi, tellement que c'est fort. Et enfin, c'était un sacré moment, quoi. Sacré moment. Puis j'avais la chance d'avoir toute ma famille qui était là en plus ce jour-là. Et je sais pas, ils avaient peut-être senti le truc, ils étaient venus. Donc non, ouais, c'est dingue parce ta que plus belle émotion aujourd'hui en ski, tu dirais? Ouais, je pense que ouais, je sais pas parce que le deuxième titre il était pas mal aussi. Ouais. Et c'est encore autre chose, mais non, ouais, je pense que c'était la plus forte, clairement, parce que c'est un peu aussi un aboutissement et ouais, c'était un moment un peu. Et puis c'était pas du tout gagné d'avance, quoi. Enfin, on était 5 pour être champion du monde, moi j'étais 5e au général, il fallait que je gagne avec tant d'avance. Enfin, tu vois, c'était loin d'être. Donc c'était une belle bataille pour y aller, quoi. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu peux nous hyper rapidement expliquer un peu comment ça se passe? Du coup, il y a un classement général sur l'année avec plein d'étapes. On a plusieurs étapes. Sur une étape, comment est-ce que les gens sont Et alors en fait, c'est un sport à jugement. Donc il y a 5 juges. Donc en fait, l'organisation choisit une montagne, met un point de départ, un point d'arrivée. Donc au sommet de la montagne, un tout en bas, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de créer, d'imaginer sa ligne à sa manière, à sa façon. Et voilà. Et donc, c'est jugé par un panel de 5 juges sous différents critères. Bon, c'est une impression générale d'abord, mais il y a le choix de la ligne qui est extrêmement important. Bien sûr. Qu'elle soit la plus fluide, la plus directe possible. Il y a la fluidité qui a toujours été ma force dans ce milieu-là. Il y a la technique, bien sûr, qui reprend aussi la technique des sauts et toutes les erreurs au final. L'engagement, comment ils appellent ça déjà? Je sais plus. Bon, bref, l'engagement que tu mets, la manière dont tu vas aller skier, et au final, ça rejoint un peu la vitesse et ainsi de suite. Tu vois le mec qui est extrêmement à l'attaque et qui sait exactement où il va. Et puis, je suis perdu là. Je me souviens même plus les critères. Bon, du coup, en gros, il y a plusieurs critères. Il faut noter sur une... Et le contrôle, le contrôle qui est extrêmement important parce qu'on est aussi des fois dans des zones extrêmement dangereuses. Ouais. Et donc, il faut montrer qu'on gère complètement le truc de A à Z. Et dès qu'on se met un petit peu hors contrôle, c'est-à-dire qu'on se fait prendre en arrière ou en survitesse, ça c'est sanctionné très fortement. D'accord, ok. Ouais, donc la sécurité reste un des premiers trucs. Et vous passez plusieurs fois dessus sur la journée? Non, alors justement, on n'a pas le droit de passer avant. Donc en fait, tout le repérage qu'on fait, il se fait uniquement à la jumelle. Et ça, c'est la grosse particularité de ce milieu-là, c'est qu'on n'a pas le droit de s'entraîner sur la montagne. Donc la première fois qu'on va la skier et qu'on a choisi sa ligne, c'est la course, quoi. C'est le jour J. Et ça, c'est particulier parce que quand tu regardes d'en bas, tu vois un peu, tu vois du bas, tu vois un peu tous les rochers, tous les trucs. Et quand tu arrives en haut, tout est blanc, tout ce qui était à droite est à gauche.
Et ça prend un petit peu de temps pour être bon dans la reconnaissance. Et faut avoir une lecture du terrain assez précise. Et bon, après, il y a plein de trucs et astuces pour s'en sortir et se rappeler. Mais c'est vrai que c'est une des grosses particularités. Et je pense une des choses les plus difficiles. Moi, je disais souvent que le repérage, c'est 70% du travail. Celui qui arrive à bien repérer sa ligne et à la reproduire, il a fait 70% du job. Après, les 30%, ça va être dans la réalisation et dans le ski. Mais globalement, le gros du travail, c'était vraiment ça, le repérage, quoi. Est-ce qu'il y a une phase aussi où tu essayes de visualiser, j'imagine? C'est exactement ça. Tu es obligé d'imaginer de A à Z comment ça va se passer. Donc, tu vois, tu es de loin, tu es d'en bas, tu vas faire exactement le nombre de virages, arrive à ce saut-là. Là, il y a une barre rocheuse. Alors, il faut que tu arrives à imaginer à quelle vitesse il faut que tu la prennes pour que ça passe, quelle hauteur elle fait, quel angle exactement. Et toute cette visualisation est extrêmement importante. Et puis, on se met souvent des plans A, des plans B. Par exemple, si la neige au final n'est pas aussi bonne qu'espéré, il faut pouvoir sur les points clés, et souvent c'est les sauts, avoir des portes de sortie parce que si d'un coup ce qu'on pensait être poudreux c'est la neige dure, il y a peut-être des chances que le saut ça passe plus, quoi. Ouais. Donc on essayait toujours de se mettre un peu des plans B, des plans C. Et normalement les plans C tu n'utilisais pas parce que c'était vraiment catastrophe. Mais voilà, et parce qu'au final ça peut arriver, tu vois, de très loin, du jour au lendemain. Souvent tu repères bien la veille, pendant la nuit finalement il y a un peu de vent. Les conditions de neige changent et donc il faut être capable de réadapter en permanence ton jugement parce que la montagne évolue très très vite. Ok, ouais, donc tu le fais en fait pendant 24 heures avant Ouais, c'était toujours 24 heures au moins de repérage et puis tu es obligé de réactualiser au final le matin même de la course avant de monter parce qu'il a pu se passer pas mal de choses pendant la nuit, quoi. Ne serait-ce que reneiger un petit peu ou du vent qui peut avoir complètement transformé la neige. Et donc c'est peut-être là où finalement c'est moins bon que prévu, donc c'est peut-être le plan B qui va prendre le pas, et donc là c'est se remobiliser sur le plan B, et voilà. Ouais, il faut une super connaissance de la nature en tout cas, et de la montagne. Il faut avoir une super lecture de la nature, enfin en l'occurrence de la montagne et de son environnement, et être capable de déchiffrer toutes ces petites choses, les petits cailloux, les hauteurs, les longueurs, les angles, et cette qualité de neige qui va être hyper importante. Ok, le fameux sixième sens, quoi. J'ai l'impression d'y être un peu. Ça, ouais. Mais et après, ouais, du coup, le matin, vous êtes droppés en hélicoptère tous en même temps, je crois, non? Non, alors en fait, on n'est pas droppé en hélicoptère, on monte à pied. Ouais, vous montez à pied, ouais. Voilà, on est tout le temps monté à pied, et c'est vrai que souvent dans les vidéos, et plus à l'époque que maintenant, ça fait pas mal de dropper en hélicoptère. Ouais, pour les films. Pour les films, les choses comme ça. Mais c'est vrai que par contre, sur la course, ça a toujours été à pied, et suivant les montagnes, c'était un petit dossier. Mais en même temps, c'était un moment que moi, personnellement... tu vois, quand tu avais 2 heures de rando à te faire avant la course, c'était un petit dossier. Et en même temps, c'était un moment assez particulier entre toi et la montagne. Ça te permettait aussi d'être un peu plus proche, de mettre les pieds dessus, suivant comment, de repérer de nouvelles choses, suivant par là où tu montais, si tu pouvais voir la face. Donc c'est toujours un moment, en tout cas, que moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié et où je prenais du temps et voilà, je sais pas. D'un coup, t'es un peu avec la montagne, ça devient un peu psychologique, quoi. Tu es avec elle, tu marches dessus et tu lui dis bon, sois sympa là, il va falloir que je descende vite et tu me fais pas de piège, s'il te plaît. Tu vois, il y avait toujours une espèce de relation qui se créait comme ça. Et c'est toujours des moments assez, enfin, en tout cas que moi je trouvais bien et que j'aimais vraiment. Ok, d'accord. Et tu penses que ça vient un peu aussi de peut-être de ton enfance avec ton papa, c'est comme il t'a donné peut-être un peu goût à ça. Ouais, peut-être, oui, c'est vrai que je pense que j'ai toujours eu, grâce à mon père et grâce à toutes les histoires dont j'ai été nourri petit, je pense que j'ai toujours eu une sensibilité à la montagne un peu particulière. Et donc voilà, je pense que effectivement j'ai un rapport peut-être un peu particulier, ou en tout cas où j'ai entretenu, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai toujours été dans une forme d'écoute auprès d'elle un maximum, quoi. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de l'adversité et du fait que tu aimais bien la compétition. C'était quoi la relation que tu as avec tes adversaires? Parce que finalement, tu sais, c'est pas comme dans un sprint où où limite tu peux te regarder, ou à la limite c'est même pas comme dans un match de tennis ou un combat de boxe où l'idée c'est de mettre des coups. C'est quoi la relation du coup que tu as? La relation globalement elle a toujours été très bonne, et c'est plus une relation de entre guillemets d'apprentissage. C'est-à-dire que nous on n'est pas j'ai jamais été confronté en direct à mes adversaires, loin de là.
Moi, je suis entièrement mon seul adversaire, c'était moi-même, mes décisions, les lignes que je choisissais. Mais par contre, on se nourrissait entre nous, on s'est nourri beaucoup sur des réflexions de ligne, sur des choses comme ça. Et donc, en fait, souvent, bon, tu imagines ta ligne, voilà, tu fais ta course, t'as aucune influence sur les autres parce que chacun fait ce qu'il veut. Et donc, des fois, tu arrives en bas et tu es hyper content de ce que tu as fait. Donc, tu as les bras en l'air, tu n'as aucune idée si tu as gagné ou pas, mais en tout cas, déjà, tu as réussi ce que toi, tu voulais. Et en fait, ce que j'ai toujours aimé, c'est que derrière, tu regardes les adversaires, tu regardes ce qu'eux ont fait, et eux t'apprennent d'autres choses, te montrent une autre vision de la montagne que eux ont. Et je trouve que c'est hyper nourrissant. Et donc, cette adversité, pour moi, elle est hyper positive parce qu'elle fait que progresser le sport, elle fait que avancer le sport, parce qu'on se nourrit tous ensemble de nos idées, de nos visions, de nos manières d'appréhender la montagne. Et en l'occurrence, c'est un peu ce que j'ai retrouvé en mer. Et je pense que c'est pour ça que j'ai accroché aussi avec ce sport par la suite. Ok, bon, tu fais la transition à ma place parce que j'allais y venir. Du coup, là aujourd'hui, voilà, tu t'es à fond sur les sports de voile. Ouais. Tu t'es lancé sur la Transat Jacques Vabre. Là, du coup, on l'a dit dans 3-4 jours. Elle est venue comment la transition? Elle est venue d'où? Qu'est-ce qui t'a mis dedans? Qu'est-ce qui t'avait filé le virus, on va dire? En fait, la transition, elle est venue un petit peu par hasard. C'est une attachée de presse qui m'a contacté pour être parrain d'un bateau, d'un jeune marin qui partait traverser l'Atlantique en solitaire sur une course qui s'appelle la Mini Transat. C'est un tout petit bateau de 6,50 m. Ouais, je vois très bien. Et donc, ça se fait complètement par hasard comme ça. J'ai accepté d'être parrain et donc j'ai suivi la préparation de cette course avec ce marin. C'était Adrien Hardy. Et pour la petite histoire, on sera concurrent dans la même catégorie cette année sur la Transat Jacques Vabre dans quelques jours. Ouais. Donc c'est assez chouette. Et en fait, vraiment, je pense que c'est ce personnage, Adrien, qui m'a passionné parce que c'était une espèce de géotrouve-tout marin incroyable qui a développé son bateau dans son garage. Et donc, je l'ai suivi pendant toute cette transat. Au début, quand j'ai rencontré, je l'ai pris pour un azimuté complet. Et puis après, en fait, j'ai suivi pendant 2 ans. Tu commences à rentrer dans le truc, à comprendre. Puis tu arrives au départ de cette fameuse course et ils sont 80 azimutés, quoi. Donc tu te dis, ils sont peut-être pas tous dingues et il se passe peut-être un truc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant sa course où il était en tête, il a dématé, il a perdu, voilà, et le mât du bateau est tombé. Sauf que vu que c'est une course sans communication, personne n'est au courant. En gros, nous on voyait sur internet avec le suivi balise que le bateau était arrêté pendant 48 heures et on n'avait aucune nouvelle. Et puis au bout de 2 jours, le bateau repart et puis il arrive au Brésil et il arrive en disant j'ai dématé. Sauf qu'il arrive avec le mât sur le bateau, quoi. Et en 6e position en plus, quoi, tu vois le truc. Ouais. Et en fait, il avait effectivement dématé, et sauf que c'est le premier mec à avoir remis tout seul son mât sur son bateau après 23 jours de course en solitaire. Wow. Et c'était une histoire complètement dingue. Et quand tu revois ses vidéos, et en fait, c'est lui et cette histoire qui ont dit mais il se passe un truc au large. Que là, je peux pas le comprendre. Comment, après autant de jours tout seul, dans un état de fatigue dans lequel il était, il a pu avoir l'intelligence, la démarche, ne serait même que l'idée de se dire je vais remater mon mât de 12 mètres de haut tout seul au milieu de l'Atlantique. Et de là, en fait, on est resté très proche. Et quand j'ai gagné le championnat du monde de ski en 2009, avec la prime que j'avais, j'ai racheté un Mini. Ok. Voilà. D'accord. Et donc, que j'ai mis à l'eau en 2010. Et là, c'était un peu vogue la galère parce que la première année, j'avais un super bateau de course, très très compliqué, et je savais rien de la voile. Et du coup, là, c'est le Et challenge du coup, de là, apprendre plein de c'était trucs, voilà. Et là, c'était et c'est vrai que c'était aussi un moment dans ma vie un peu particulier où d'un côté j'étais champion du monde et tout le monde te connaissait et te chérissait, enfin où tout était facile. Et puis de l'autre côté, l'été, j'étais à Lorient où j'étais personne, tout seul. Ma famille n'était pas là. J'avais un petit Siwa, mais il vivait à Chamonix. Et je me Pourquoi suis tu mis. t'infliges ça, Je quoi? sais pas, ouais, c'était un peu. Mais il y a plusieurs fois où la première année, je me suis franchement dit, mais j'étais complètement cramé. Et puis c'était dur, tu vois. Moi, j'ai dématé pour le coup, mais j'ai pas réussi à remettre le mât. Je me suis retrouvé dans les cailloux à Pinmar, là, sous un phare, enfin, en galère complète. J'ai eu 2-3 petits passages, un peu de trucs. Mais au final, j'ai réussi à me qualifier pour cette course et faire ma première transatlantique en solo l'année d'après, en 2011. Et en fait, je partais vraiment pour vivre une aventure et l'aventure qu'il avait vécue. J'avais envie de découvrir le large. Et pendant cette course, ça a été la révélation. Pendant cette course, je me suis aperçu que la manière d'appréhender le large, la manière d'appréhender la mer, la manière de faire son chemin pour traverser l'Atlantique était très très proche de la manière d'appréhender la montagne et tout ça. Et au final, j'avais aucune expérience technique du bateau.
Par contre, sur comment faire en sorte de traverser l'Atlantique de la meilleure des façons, c'est-à-dire en prenant en compte la météo, l'état de la mer, un peu tous les éléments qu'il faut prendre en compte. La démarche pour ça, et je dirais là, j'ai toujours du mal à expliquer cette phrase, mais le mécanisme qu'il faut mettre en route, c'est exactement le même que je mettais en route tous les jours en montagne. Ok, je veux faire cette phase, comment il faut que je fasse, je repérais, il faut que je fasse attention à la neige, aux avalanches, aux crevasses, aux trucs. Alors là, c'était pas les mêmes éléments, mais au final, le fond du truc, c'était pareil. Et donc, d'un coup, je me suis retrouvé sur cette course à comprendre le truc. Tu sais, et ça me craquait faisait le code, penser quoi. à... Ouais, tu vois, ça me faisait penser à... Il y avait un film sur le golf comme ça, qui s'appelle La légende de Beggar Vance, Ok. avec Will Smith, je crois. Et en fait, c'était un peu ça. Tu avais la visualisation et le mec, quand il puttait, au bout d'un moment, il voyait la ligne, en fait. Elle se dessinait, tu vois, je veux dire. Donc c'était... Et ben là, c'était un peu ça. C'est d'un coup, la trajectoire se dessinait et ça devenait un peu... voilà... Pas facile, hein, loin de là, parce que c'était un tout dossier. seul. Voilà. Mais en fait, en tout cas, plus ça allait, plus j'allais vite, plus j'allais au bon endroit, et plus forcément, plus ça m'éclatait. Et puis je me sentais bien parce que j'étais pas perdu. Au début, je pensais me mettre une monstrueuse galère, et puis au final, je me suis senti bien sur l'eau, et j'avais l'impression de comprendre en tout cas cet élément-là, alors que je le découvrais complètement, quoi. Putain, c'est génial. Mais Ouais, ouais, c'était canon. Et donc de là, t'es obligé de continuer. Tu dis, désolé chérie, mais c'est trop bien, quoi. Donc on va continuer l'histoire, quoi. mais du coup, Voilà. ouais, tu évoques ta femme. T'étais papa à ce moment-là aussi, je crois. Ouais, ouais. En Voilà, fait, tout est arrivé. En fait, je suis papa 2009. fin 2008. Je suis D'accord. champion du monde en 2009. On est en train de construire une maison. Et là, je prends la bonne ou la mauvaise idée, ça dépend quand tu vois les choses à l'époque, d'acheter un bateau, quoi. Enfin, tu vois, le truc, je m'en mettais un peu par-dessus. Mais voilà, encore une fois, tu sais, c'est les trucs qui arrivent, des opportunités, des trucs. Et puis, Tu fonces, quoi. ouais, j'ai toujours été, enfin, j'ai toujours fait les choses sans vraiment. Enfin, un peu sans calcul, sans me poser la question de quoi. Et j'ai eu des enfants très jeunes, en pleine carrière, ce qui se veut pas forcément, mais en même temps, j'avais très envie d'avoir un enfant. Ouais. Donc c'était génial. Et puis voilà, et puis d'un coup, j'ai envie de faire du bateau. Donc il y a eu des opportunités, et je me dis, si je l'avais pas fait à ce moment-là, ça serait sûrement jamais revenu. Bah ouais, Et c'est clair. donc, et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je suis au départ de la Transat Jacques Vabre avec un super bateau, un équipier de choc, et voilà, et on va se battre pour être devant d'une énorme course transatlantique. Donc, enfin, moi, je vis un petit rêve aussi. D'un côté, c'est complètement dingue, quoi. Ouais, Tu vois, ouais. ouais, je suis. Pour le coup, c'était pas prévu et c'est assez cool, quoi. Ouais, j'imagine. Enfin, voilà, c'est le truc. Mais après, moi, j'étais toujours. Enfin, je suis totalement d'accord avec ça que des fois, tu sais, il y a des moments, faut se laisser vivre. Faut lancer des. On a des idées, des projets un peu fous, on tente, tu vois, tu tentes, tu touches, tu tâtonnes, Voilà. et tu sens qu'il y a un truc. T'arrives pas à l'expliquer, mais tu sens qu'il Ouais, il se passe. Il y a un truc qui t'attire, tu vois, tu sens que c'est un peu dangereux, mais tu y vas quand même. Et généralement, si tu pousses un peu le truc un petit peu plus loin, bah, tu t'arrives toujours sur quelque chose un peu extraordinaire, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. un peu ce qui t'est arrivé. Ouais, c'était un peu le truc. Enfin, vraiment, au début, je savais pas trop où je mettais les pieds. C'était pas. Il y avait une opportunité, t'y vas, et puis c'est pas facile, mais bon, tu te dis quand même, j'ai déjà fait un petit bout là. Enfin, de toute façon, j'ai un bateau, Ouais. faut que je l'amortisse, faut que je me démerde, faut que je fasse un truc. Et Mais- puis tu pousses l'histoire, et puis en fait, tu découvres un monde, voilà, qui clairement te correspond, te plaît, et te fait découvrir des nouvelles choses. ouais. Et ça rejoint le ski où j'ai toujours aimé progresser, apprendre. Et là, j'ai tellement de choses à apprendre que je suis comme un poisson dans l'eau parce que j'apprends tous les jours des milliards de trucs. Et je trouve ça hyper enrichissant, hyper nourrissant. Et en tout cas, ça a toujours été le moteur de ma vie, c'est d'apprendre des choses. Ok. Donc, ouais. Et t'as un truc pour apprendre plus vite? T'as une technique? Oh, non, j'ai pas de technique pour Je sais pas, apprendre plus vite. t'apprends avec les autres, tu lis, tu regardes des Non, alors vidéos, c'est sûr que. Non, alors moi, je suis très. Moi, pour apprendre plus vite, je vais sur l'eau. Ouais. C'est-à-dire que j'avais jamais fait de bateau, mais je suis parti faire du bateau en solitaire. Et qu'il y a un moment, quand tu te mets vraiment dans la merde, t'es obligé d'apprendre vite, quoi, tu vois. Il y a un moment, quand tu as fait 6 mois de bateau dans ta vie et que tu pars traverser l'Atlantique, c'est de l'autodidacte forcé, on va Ouais. dire. Donc je suis beaucoup plus. Je suis pas très. Je viens de perdre le terme, mais. Peut-être un peu plus sensoriel Je ou suis beaucoup expérience. exactement. Je Dans suis beaucoup l'expérience. plus dans la sensation, dans le feeling que dans dans l'inverse de ça, parce que j'ai perdu le mot, mais Dans la théorie, on va que dire. dans la théorie, voilà, Ouais. exactement. Et je me force à être dans la théorie un petit peu de temps en temps parce que je pense que c'est très bien, mais
Mais c'est vrai que j'ai toujours été beaucoup plus dans le feeling, dans la sensation. Mais parce que je pense que j'ai de bonnes sensations et que je sens les choses. Ouais. Pas par rapport à d'autres qui les sentent pas, mais qui ont besoin d'apprendre par cœur. Ben, moi, je vais les apprendre à ma manière, mais plus dans les sentant, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Donc, je pense que Non, et puis au bout ces d'un deux moment, méthodes, tu développes le truc techniques, au hein. bout d'un moment. Oui, mais Tu sais, après, il y je a pense des... que tout sportif de haut niveau, tu vois ce que je veux dire, a Ouais. un peu cette faculté quand même à ressentir les choses, à ressentir. C'est quand même le truc du sportif, quoi. C'est que y a un moment, quand tu lui dis quelque chose, il va pas forcément le comprendre, mais il va le sentir. Ouais. Tu vois, enfin, je sais pas, moi je suis pas tennisman, mais je suis passionné de tennis. Et, euh, et quand je regarde un match, je regarde pas son coup droit, je sens son coup droit, tu vois, par exemple. Tu vois, ce qui me vient, c'est pas de regarder la technique, comment il fait, ce qui me vient, c'est d'essayer de comprendre la sensation qu'il a. Tu, Ok. tu- tu vois, Ouais, alors c'est ouais. un peu particulier, mais voilà, je m'en fous de l'angle de la raquette, des trucs comme ça. C'est qu'est-ce qu'il ressent, et après, tu vas t'imaginer à essayer de ressentir la même chose. Alors, je suis pas du tout bon tennisman, hein. Mais je prends le tennis, je sais pas pourquoi comme exemple, mais voilà, je suis plus dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il sent à ce moment-là, et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, quoi, au final. Donc voilà. Ok. Effectivement, je suis plus sensoriel que théorique. Et je jump un peu je saute un peu de sujet là, mais Ouais. t'as fait des sports avec des exigences physiques très très différentes. Tu l'as Oui. dit, le saut fallait être très très léger. Ouais. J'imagine que le freeride, il faut être sacrément gainé, il faut Ouais. vraiment être capable d'encaisser dans les cuisses. Là sur le bateau, ça doit être le sommeil, je pense, une des grosses Ouais, composantes. Sur le ski, tu t'es préparé physiquement? Ouais, bah oui, oui, carrément. Surtout que le C'est quoi freeride, la c'est pas. prépa? En fait, là, nous, dans le freeride, il faut pas forcément. Le ski alpin, les mecs ont besoin de beaucoup de masse et beaucoup d'inertie. Nous, à l'inverse, il faut plutôt qu'on soit léger pour la simple et bonne raison, c'est que quand tu sautes de 15 mètres de haut, quand tu pèses 90 kilos ou 70 kilos en réception, Pour les c'est pas genoux, du c'est tout pas la pareil. même. Ouais. Et donc c'est vrai que on a toujours plutôt des petits gabarits, ce qui m'arrangeait parce que j'ai jamais été très, très, très gros. Mais par contre, il va avoir une tonicité irréprochable parce que c'est sport très traumatisant. Et donc, je me suis toujours entraîné avec un entraîneur physique avec qui j'ai bossé pendant des années, avec qui je travaille encore maintenant, mais sur les débuts et fins de saison de chaque discipline parce que Ok. je Tu continue à jongles cumuler toujours les les deux. deux. Et donc voilà, donc c'est vrai que le sport, enfin le freeride, il y avait des spécifiques qu'il fallait surtout pas rater en avant-saison, ne serait-ce que pour prévenir les blessures, parce que Comme c'était quoi, un par sport exemple? très traumatisant. Bah, tout le bas du dos, tout le renforcement des genoux. Alors les genoux pour le ski, ça a toujours été un gros truc, mais le bas du dos. Et puis après, plus ça va, plus tu te connais, puis tu connais tes points forts et tes faiblesses, et donc tu vas pouvoir compenser et travailler un peu plus spécifiquement, pardon, tout ça. Mais ça a été. J'ai eu la chance de. Le freeride, c'est un sport où tu es complètement seul, tu es complètement livré à toi-même, il n'y a pas de Ouais. fédération, il n'y a pas de choses comme ça. Et en fait, le fait d'avoir passé 5 ans en équipe de France et d'avoir été drivé de A à Z pendant quelques années, pendant 5 années, ça m'a appris cette rigueur de comprendre le pourquoi c'était important de se préparer physiquement. Et, euh, et au final, je me suis retrouvé à faire plus de 15 ans de freeride à haut niveau sans jamais me blesser, quoi. Ouais. Sans jamais avoir une blessure, en n'ayant jamais raté une course, jamais raté un départ. Et ça, je pense qu'on n'est pas beaucoup dans ce milieu-là à avoir pu le faire. Alors j'ai aussi peut-être je sais pas une condition physique, mais Une un bonne étoile métabolisme qui aussi, fait qu'il y a peut-être. une bonne étoile aussi. Mais c'est vrai que je pense de fait d'avoir fait cet effort-là. Ouais. Et au début, je pense que j'étais vraiment un des premiers qui se préparait physiquement. Ça m'a sauvé. Alors, je dis pas que je suis tout neuf, hein, parce qu'on s'use en faisant un peu ces âneries. Mais au final, je suis quand même plutôt en très bonne forme par rapport. Si tu regardes la carrière, tu te dis lui, ça doit être dur, alors qu'au final, ça roule. Et effectivement, aujourd'hui, d'enchaîner les deux, c'est pas facile parce que je passe l'hiver à solliciter principalement mes jambes et Ouais. l'été principalement à solliciter mes bras. Là, on va arriver au Brésil vers le 15 novembre. Et 2 semaines après, je vais être sur les skis, alors que j'aurais passé un mois assis sans dormir, quoi. Ouais. Et donc, tu as les jambes qui sont rikiki. Et donc, forcément, je suis obligé de refaire une préparation avant l'hiver, parce que sinon, je sais que je vais au carton et Ok. je vais me faire mal. C'est même pas.
voilà, je sais que je vais aller à la blessure. C'est pas que je vais pas être plus performant, moins performant, mais c'est que c'est sûr que je vais me blesser, quoi. Ok. Et à l'inverse, je fais la même chose au printemps, c'est que je suis obligé de ressolliciter le haut du corps et le dos et tous les problèmes qu'on a liés au bateau. Et c'est principalement le dos et le gainage pour éviter les blessures parce que je suis pas quelqu'un de patient et donc le premier jour où je vais aller skier, je vais skier à fond comme le premier jour où je vais naviguer, on va naviguer à fond, tu vois, on va pas attendre d'être prêt physiquement, quoi. C'est pas vrai, il faut arrêter de se mentir. Bah, surtout que le début d'une course, on sait ce que c'est, quoi. Bah oui, Sur, non, mais sur voilà. le bateau, c'est Exactement. crucial, Non, mais- il faut partir vite. Mais même si c'est le début de la saison, tu pars juste en entraînement, si tu Ouais, navigues, tu te régales. on navigue à fond. Et comme le premier jour où tu mets les skis, tu skis à fond. Donc vaut mieux repousser un peu cette première journée. Faire un petit peu de prépa. Voilà, et... être prêt physiquement pour y aller, quoi. Ok, génial. Et sur le sommeil en bateau, Ouais. t'as des petits trucs, parce que moi, moi le sommeil, ça m'intéresse énormément là en ce moment. Ouais. J'ai appris énormément de choses, comme effectivement dormir à horaire régulier, essayer de dormir dans le noir le plus complet possible, Ouais. pour être le plus réparateur. Mais je sais que il faut beaucoup d'entraînement pour réussir à caler des mini nuits de Ouais, sommeil. c'est très particulier. En fait, ce qui est très dur, nous, c'est qu'on est obligé de fractionner vraiment en tout petits morceaux. Donc, Ouais. on a tous plus ou moins un nombre d'heures de sommeil minimum à avoir par 24 heures. C'est À quoi, terre, ces heures-là, on les fait uniquement la nuit. Hmm. En mer, c'est un peu tout le temps. Et donc, en fait, nous, on fractionne ce temps de sommeil. C'est entre 4h30 pour ceux qui dorment le moins, à 6h pour ceux qui dorment le plus. Moi, je suis plutôt 5h30, 6h d'ailleurs. Je suis plutôt un gros dormeur. Et ces 5h30, 6h de sommeil, eh ben, on va les splitter par sieste, tout simplement, sur les 24 heures. Donc, les débuts de course sont souvent difficiles parce que tu pars en Très pleine forme. acclimaté, Et donc, tu as un peu du mal à te mettre dans ce rythme-là. ouais. Et donc, je dirais que tu perds assez vite de l'énergie parce qu'au final, tu dors pas assez les 2-3 Ouais. premiers jours parce qu'il y a l'excitation, parce qu'il y a le truc, c'est le début de la fond, course, tu veux te démarquer, t'es au taquet. Et puis souvent, après 3 jours, là, ça commence à être très compliqué. Tu commences à être très fatigué. Et Là, c'est à tu partir de t'endors, là hein. qu'au final, tu rentres dans ton rythme, Mm. à te faire des petites siestes plus régulières et pour arriver absolument à cette enveloppe d'heures de sommeil dont tu as besoin. Et au bout de 2-3 jours, au final, tu pèteras jamais la forme comme à terre. Mm. Mais par contre, tu arrives à tenir un rythme qui est assez agréable et que tu arrives à tenir assez longtemps normalement, quoi. Bon, après, tu arrives rincé parce que si d'un coup il y a 48 heures de mauvais temps, là tu peux plus dormir. Souvent à l'arrivée, les 2-3 derniers jours, si tu as un collègue qui est pas très loin, faut se battre jusqu'au bout, donc tu te bats jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est très très particulier. Des trucs, j'en ai pas plus que ça. Nous, plus tu es en mer, plus tu arrives facilement à rentrer dans ces rythmes-là. Ouais. Maintenant, tu peux pas vraiment t'entraîner à terre parce qu'à part t'épuiser, globalement, tu vas pas faire grand-chose d'autre. Donc c'est juste vraiment en navigation. Après, il y en a qui ont beaucoup travaillé avec des médecins du sommeil pour connaître leur période de sommeil exacte, là où ils s'endorment le mieux, ainsi de suite. Moi, j'ai l'impression que très vite, je suis cramé, donc j'ai pas de problème pour m'endormir et trouver mes Je serais un peu comme toi. Ouais. mes milieux de sommeil. Voilà, il y a un moment. Et j'ai toujours eu cette faculté, par contre, à m'endormir très très rapidement, et ça, je pense que ça m'aide beaucoup. Ok, super. Écoute, on arrive un petit peu vers la fin. Là, je teste un nouveau format où je pose des petites questions un peu rapides, un peu Très spontanées, bien. juste pour savoir un petit peu qui tu es, et puis tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Mais ça te dit? Ouais, très bien, Allez. à fond. C'est quoi une bonne journée pour toi? Une bonne journée, il y a 60 cm de poudreuse et il fait grand beau et je suis au sommet de la Nord-Est des Courtes. Le Nord-Est des Courtes, c'est où? C'est dans le bassin d'Argentière, c'est une face mythique de 1000 mètres que j'aime particulièrement. Ok, génial. Ton meilleur souvenir de ski? Mon meilleur souvenir peut-être ma première victoire au championnat du monde en 2009, c'était juste dingue. Et cette ligne qui était magnifique à Verbier. Ok. Le pire souvenir? Oh, le pire souvenir, j'ai pas de pire souvenir en ski. Je suis désolé, mais j'ai pas. En tout cas, il n'y a rien qui me vient. Pas pour l'instant. Ok. Peut-être qu'après, ça va revenir Ouais. tout seul. La meilleure ambiance sportive que tu as vécue? Oh là là, j'en ai vécu un paquet. Non, Bah, mais en plus, mais, c'est vrai que dans le ski, il y a quand même une réputation. Tu le disais tout à l'heure, tu étais un des premiers à faire de la prépa physique, mais je pense qu'aussi il y avait une réputation un peu méritée d'avoir quelques skieurs un peu fêtards ou un oui, peu. oui. Puis ou alors, un peu- autant un peu te dire hippie, qu'à tu la vois, mer, mais- c'est pareil. Hein. Ouais, voilà, exactement. Les Non, marins. je sais pas, les meilleures ambiances. Oh,
En tout cas, les plus grosses soirées, c'était à Verbier au final de championnat du monde, hein. Là, on a rigolé. Bon, on n'en saura peut-être pas plus. Non. Ça restera secret. Est-ce que tu as un sportif qui t'inspire un peu plus que les autres? Ouais, Roger Federer. Ok. Pour le coup droit? Non, le revers. Tout. Ouais, mais un peu pour tout, pour un peu l'ensemble de sa carrière, de la manière dont il fait tout ça. Enfin, je suis assez passionné par le bonhomme et comme beaucoup, hein, d'ailleurs, mais c'est vrai que je trouve que c'est un vrai exemple de très très grand sportif. Et j'aime cette durabilité qu'il a dans le sport. Il est tellement pointu sur une technique incroyable. Enfin voilà, voilà, c'est un grand maître et voilà, s'il y a une personne que j'aimerais bien rencontrer un jour et avec qui j'aimerais bien discuter, c'est bien avec lui. Ok, mais écoute, si jamais j'ai si jamais j'ai le contact via le podcast, je te le passe avec grand plaisir. Moi aussi, je suis un grand fan pour avoir fait sport études tennis. Enfin, c'était Ouais, tout j'imagine, ouais. Donc, tout mon début. Tu te vois où dans 10 ans? Ah, alors là, c'est dur. Écoute, dans 10 ans, je me vois bien toujours ici, là, au départ de la Jacques Vabre. Dans 10 ans, ça m'ira bien. Ok. Alors, dans 10 ans, c'est peut-être pas le départ d'une Jacques Vabre, mais ouais, je pense que j'ai encore quelques très très belles années en voile et j'ai vraiment envie de continuer d'explorer ce monde jusqu'au bout. Ok, Voilà. très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient te faire encore peur? Oh ouais, je pense, ouais. Ah oui, oui, Ouais. carrément. Non, non, oui, il y a plein de trucs qui me font peur. Tu sais, maintenant, j'ai des enfants, j'ai peur de tout, hein. Pour eux. Mais d'ailleurs, Donc, ça a changé ton rapport au sport, la alors paternité? pas du tout. Tout le monde me disait, parce que voilà, j'avais 25 ans quand mon fils est né et j'étais vraiment en plein milieu de ma carrière, quoi. J'avais pas encore mes titres de champion du monde, donc tout le monde pensait que j'allais arrêter, temporiser. Mais en fait, pas du tout. Et à un moment, ça me trottait dans la tête. À force que tout le monde te le dise, tu te dis, bah, peut-être effectivement, quand il va naître, je vais commencer à avoir peur. Alors qu'au final, ça a été beaucoup plus un moteur Ouais. et qu'autre chose. Et je pense que quand je gagne en 2009, c'est parce qu'il était là, clairement, quoi. Et que peut-être il me manquait quelque chose dans ma vie, à force de penser que au ski, bah là j'avais autre chose. Pour le coup, j'avais pas dormi de l'hiver. Je m'étais vraiment mis cette saison entre guillemets à part parce qu'il est né fin 2008 et globalement j'ai pas dormi de l'hiver parce que c'est un peu ça les enfants et qu'au final ça a été un moteur extraordinaire et je pense que tout ça, tout ce que j'ai monté, c'est au final j'en ai fait beaucoup plus depuis que j'ai des enfants qu'avant, quoi. Ouais. Ok, bah écoute, ça Ouais. m'inspire beaucoup, moi Ouais. qui attend un petit Non, c'est garçon un là. vrai moteur. Ouais, ouais. Est-ce que tu te souviens de ton plus bel échec? Ou est-ce qu'il y a un échec qui t'a marqué, Mon qui plus t'a bel appris échec. peut-être? Ouais. Écoute, oui, enfin, j'ai fait un échec en fait en 2007 ou 2008, je sais plus, où je suis en tête du championnat du monde. Je gagne les qualifications de la dernière étape, je gagne la finale de la dernière étape, et là on part en super finale. J'ai beaucoup de points d'avance, enfin c'est plié et un truc, et puis en fait je tombe à 50 mètres de la ligne d'arrivée sur une connerie monumentale de tu sais pas quoi. Et en fait là c'était un peu, bon, ça a été Mm. hyper dur parce que tu dis c'est juste pas juste et enfin, tu vois c'était fini quoi, j'allais droit à Ouais. l'arrivée, enfin c'était vraiment le truc. Mais en même temps ça m'a appris à jamais lâcher et à jamais comme on dit vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi, tu vois ce que je veux Mm. dire, et à pas voilà. Et je pense que ce jour-là bah, je me voyais déjà champion du monde avant le départ et ça a été une sacrée erreur mais que j'ai pas refaite par la suite. Ok, Donc c'est pour ça que c'est une de mes plus belles erreurs. bah j'imagine, ouais. Voilà. C'est inspirant en tout cas. Et tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ah, du meilleur conseil qu'on m'ait donné. Euh, Attends, si la question elle est un peu dure, ouais, je vais la formuler autrement. ouais. Si tu pouvais revenir à ton toi de tes 18 ans et et te donner un conseil maintenant, à ton toi de tes 18 ans, ça serait quoi? Ah bah ça serait fonce sur les opportunités. Non mais c'est vrai en fait. Il y a un moment, la vie de sportif, le vie de truc, des fois c'est hyper compliqué, hein. C'est génial, on vit des passions de dingue, mais des fois c'est voilà le saut, je commençais à devenir fou dans ma tête, quoi. Et Ouais. donc il y a un moment, bah voilà, c'était fonce dans les opportunités et au final je pense qu'on n'a pas qu'une vie, il faut pas avoir peur de se dire on n'a qu'une vie à droite ou à gauche. Je Mm. pense des vies on peut en vivre 50 000 là pendant notre vie et faut les vivre toutes, quoi, à fond, et puis voilà, et puis passer de l'une à l'autre sans, enfin, pas tout le temps passer de l'une à l'autre, mais je pense que ouais, pas s'arrêter, pas buter sur des choses
et essayer toujours d'avancer et d'apprendre, quoi. Ok. Parce que c'est ce qui me plaît, d'apprendre. Un livre ou un film que tu recommandes à tout le monde? Un livre ou un film que je recommande à tout le monde. Oh là là, c'est dur tout ça. Tu nous en as déjà cité d'ailleurs. Tu as déjà Non, cité c'est vrai, un film tout à l'heure. j'ai cité la légende de Bagran. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, ce film-là. Mais en tant que sportif, c'est un très très beau film sur la préparation mentale, sur la visualisation. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup marqué. Et je pense que je m'en suis pas mal inspiré sur pas mal de choses. Donc on va dire la légende de Bagran. Allez, génial. Comment est-ce qu'aujourd'hui les gens qui ont beaucoup aimé l'interview, ils pourraient te suivre et sur quel réseau un peu sur tous les réseaux. Alors je suis pas si je suis pas mal sur les réseaux. Et je suis pas j'ai 37 ans, quoi, tu vois, je suis pas... non, mais bien sûr sur réseaux, Instagram, Facebook, un petit peu Twitter. Mais d'ailleurs, c'était une question que je voulais te demander juste un peu avant de clôturer. Ouais. Tu produis vachement de contenu, je trouve du contenu hyper bonne qualité. Ouais. Et est-ce que tu as un process ou est-ce que tu t'es entouré avec une équipe pour faire tout ça? J'ai toujours essayé de produire un maximum de contenu et je travaille avec un peu la même équipe depuis toujours. Okay. Qui sont des gens au final que j'ai rencontrés en montagne. Il n'y a pas beaucoup de caméramans que tu peux emmener n'importe où en montagne, surtout là où on va nous. J'imagine. En l'occurrence, je travaille avec Eric Gachet, qui est un guide de haute montagne suisse, et qui est un peu mon petit couteau suisse, qui est guide, caméraman, droniste et photographe. Et aujourd'hui, je fais énormément de choses avec lui, et c'est vrai, c'est que lui, c'est lui que j'emmène en mer maintenant, parce que déjà, on s'entend très bien, on a une confiance et une manière de travailler ensemble qui est très très bonne. Et puis voilà, puis j'ai réussi à lui filer le virus de la mer. Donc, mais j'ai eu la chance de toujours travailler avec des gens pendant longtemps, un peu les mêmes personnes. Et voilà, donc on rigole bien, on passe des bons moments et on est content de raconter toutes ces petites histoires à droite à gauche, que ce soit en ski ou en mer maintenant. Voilà, de faire partager un maximum. Après on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et voilà, mais c'est souvent un peu bricolage, mais ça marche. Bien sûr. Puis surtout quand tu connais bien les gens, au bout d'un moment, tu peux bricoler. Bon, du coup, j'arrive à la dernière question qui est de savoir si tu as un sportif dans ton entourage que tu recommandes. Il y en a plusieurs, c'est dur d'en choisir un, mais je prends bien. Si on a plusieurs, j'en prends aussi. Alors je vais te parler d'un parce qu'on est au départ de la Transat Jacques Vabre, et donc je vais un peu te parler d'un marin, mais il faut absolument que tu interviewes François Gabard. Ok. Voilà, qui est un très grand marin, un très grand ami, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses en mer et en montagne, justement, parce que je l'ai emmené en montagne pas mal avec moi. Écoute, avec grand plaisir, je suis curieux. Et puis dans des parcours aussi de vie complètement dingue et d'un talent extrême, tu as Luc Alphand. Ok, voilà, bien qui sûr. a été multimédaillé, qui a gagné 2 fois Kitzbühel, 2 fois vainqueur du Globe de Cristal, qui derrière gagne le Dakar, qui a même fait du bateau à un moment. Enfin voilà, qui est un personnage, je trouve, assez dingue, extrêmement attachant et d'un talent remarquable. Voilà, c'est les premiers qui me viennent comme ça. Mais écoute, merci beaucoup. Il y en a un paquet. Ok, ça marche. Bon, au pire, je te les redemanderai hors communication. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment. C'était vraiment super cool. J'ai appris à fond. Et écoute, je te souhaite le maximum pour cette transat. C'est gentil. Allez, salut. Bien. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!